L'objectif de notre symposium que M. Karaganov a présenté, le monde multipolaire, est présent dans de nombreuses discussions, dans les cercles de discussion en Russie et à l'étranger. Au début des années 90, beaucoup pensaient qu'était arrivée la fin de l'histoire, l'unipolarité, la Pax Americana, sous les ordres de Washington. Et c'est cette période qui a permis à Evgeny Primakov de formuler un consensus novateur sur le monde multipolaire. Avec des partenaires, nous avons pu signer des accords, les gens l'ont pris au sérieux, et les idées de Primakov ont été partagées par nos amis chinois, qui, en 1997, ont signé avec nous une déclaration commune sur un monde multipolaire et la formation d'un nouvel ordre international. C'était il y a 27 ans, c'était le premier document de l'histoire sur ce sujet. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les idées de Primakov font consensus et qu'il y a des changements avec des tendances objectives vers une nouvelle mondialisation de l'économie avec les pays du Sud, les pays de l'Est et la majorité mondiale. Les pays des BRICS, au niveau de leur PIB, si l'on en croit les résultats de 2024, eh bien, le PIB s'élève à 37%, soit plus que le G7 qui est à 30% du PIB mondial. Cette économie permet davantage de puissance et permet de renforcer notre souveraineté et les caps nationaux, les caps que nous avons choisis tant au niveau de la politique nationale que de la politique extérieure. Il s'agit également de démocratiser les relations internationales, car le monde multipolaire est de plus en plus solide et stable. Et cela se reflète y compris dans la politique pratique. Nous avons un certain nombre d'intérêts avec des organisations comme l'OCS ou les BRICS, ce qui a été exprimé au sommet de Kazan, avec l'ensemble des pays. Plus de 30 pays ont demandé soit à devenir membres, soit à avoir des relations particulières avec nous. Il s'agit de former un ordre mondial polycentrique, multilatéral et ouvert et bienveillant. Nous comprenons que l'Occident va de l'avant dans des événements historiques que nous connaissons, en développant le capitalisme et en créant son bien-être sur le dos de son passé colonial. Les États-Unis et ceux qui leur sont soumis en Occident mènent une guerre avec des documents doctrinaux où ils parlent de leurs menaces, de leur domination sur la Russie, sur la Chine et sur les pays qui ont une politique nationale indépendante. Après le début de l'opération spéciale en Ukraine, nous avons vu se mener une guerre hybride contre la Russie avec des sanctions agressives. Ces 10 dernières années, plus de 21 000 sanctions économiques, financières, commerciales, sur les médias, la justice, la culture, le sport et autres ont été mises en place. Ce sont les pratiques de l'Occident qui se développent contre les pays en développement en Afrique, en Asie et ailleurs. Et ils appauvrissent les États en utilisant leurs technologies de base et leurs sources d'énergie, les engrais, etc. Et la lutte agressive
voit la destruction du travail, destruction qui se propage depuis les années 1990. Les capitales européennes s'appuient sur ces principes, ne connaissent pas les principes de respect de la propriété, de la libre concurrence, et ceux qui réclamaient pendant des décennies le développement de l'humanité sont passés à maintenant la politique, à la punition de des politiques de leurs concurrents en utilisant la domination du dollar. Le résultat, c'est que les États-Unis ont mis en pièces le système de mondialisation et à cet égard, je rappellerai les paroles du président Poutine qu'il a prononcées lors du sommet de Kazan. Les BRICS se développent une plateforme alternative, un nouveau système interbancaire et de nouveaux systèmes de gestion. Les États-Unis utilisent le dollar, sauf que beaucoup de pays s'en émancipent. Et ce que la Chine, nous ne la connaissons pas. Lorsque le système économique ne fonctionne pas, l'Occident, avec les États-Unis, n'hésite pas à utiliser le chantage, la menace et ensuite l'emploi de la force. Après 2022, on a déclaré qu'on voulait infliger une défaite stratégique à la Russie. Le système de Washington fonctionne depuis 1945, lorsque on a mené une opération de destruction de l'Union soviétique et de ses alliés. 1945, mai 1945. Aujourd'hui, les Anglo-Saxons pensent qu'ils vont vaincre notre pays avec à l'aide du régime de Kiev et de son gouvernement néo-nazi et de la majorité des gouvernements d'Europe. Mais ils n'y arrivent pas et ils veulent que l'Europe entière se jette dans une opération suicidaire d'un conflit armé contre la Russie. Beaucoup de pays ne comprennent pas l'avenir du monde multipolaire et de la fin de l'hégémonie. L'Allemagne, avec la destruction du gazoduc, a ruiné son économie. Aujourd'hui, Berlin voit arriver des missiles allemands et le chancelier Scholz pense qu'il s'agit là d'une bonne idée. Ensuite, il y a les frappes de missiles à longue portée contre la Fédération de Russie. Mais cela va diminuer les chances d'un rôle de l'Occident dans le monde multipolaire. L'élite occidentale a fait de son mieux, mais l'Occident et en particulier les Anglo-Saxons mènent cette guerre. En juillet, au sommet de Washington, les pays de l'OTAN ont exprimé des volontés d'accroissement de l'alliance, non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais aussi dans l'espace asiatique, pour, soi-disant, défendre les territoires de leurs membres. Il s'agit là d'une alliance militaire en mer de Chine et à des distances incroyables de leur propre territoire. Les Américains sont en train d'installer des infrastructures dans le Pacifique sans même cacher leur volonté d'hégémonie sur la Corée, la Chine et la Russie, sans tenir compte de la coopération de sécurité régionale dans la région qui
qui consiste à défendre les intérêts mutuels par consensus. L'ASEAN est un système ouvert et mais il leur oppose les Quad, les AUKUS et d'autres alliances avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et d'autres membres des pays de l'ASEAN qui veulent tout simplement écarter la concurrence. Le renforcement de tous ces éléments s'appuie également sur les questions du Proche-Orient. Là encore, il y a des destructions en Irak, en Libye, en Afrique du Nord d'une manière générale. Les pays anglo-saxons font aussi la même chose au Yémen. L'ingérence américaine ne peut pas se justifier non plus en République arabe syrienne. Les Américains ont bloqué tous les mécanismes multilatéraux de coopération pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Le quartet, avec l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, a été détruit pour monopoliser les formats de négociation et pour envoyer de nouvelles propositions qui a abouti à l'effusion de sang qu'on connaît à Gaza et au Liban. Tout ceci est une véritable catastrophe. C'est pourquoi l'Occident sort des réalités. En un an, l'opération en Israël a vu la mort de plus de civils, de Libanais et de Palestiniens que lors de la guerre, plus de civils morts que de civils morts lors de la guerre civile en 10 ans de guerre civile en Ukraine. Les problèmes régionaux, pour les États-Unis, les problèmes régionaux ne servent qu'à une chose, c'est à préserver leur hégémonie. Et aujourd'hui, il y a des défis auxquels le monde est confronté qui exigent un effort en toute égalité, sans domination. La victoire dans les conflits armés, tout ceci doit se régler par des moyens juridiques. Il s'agit de s'adapter aux changements climatiques, aux questions de l'espace, aux questions épidémiques, aux questions de surmonter les questions socio-économiques dont dépend l'avenir de l'humanité. Parmi nos contacts diplomatiques à Kazan, nous pouvons tirer une conclusion. Il est clair que la confrontation et l'hégémonisme ne résout aucun problème. Le sud et l'est de la planète doivent prendre des décisions en fonction de leur spectre de la vie internationale. Le résultat de cette activité politique renforce les relations interétatiques en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que ce soit par l'ASEAN, par l'espace euro-asiatique, la CEI, l'Organisation de sécurité collective, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération dans le Golfe arabo-persique, avec des nouveaux projets. Pour ce qui est de l'Afrique, les membres de l'Union africaine ont permis un enrichissement, mais notamment avec un échange de biens à des coûts inférieurs, avec des pratiques néocoloniales, en s'écartant des pratiques néocoloniales de l'Occident.